Prenons à l'instant la thématique relative notamment au Burkina Faso et ces 12 premiers mois passés à la tête de l'État. Il s'agit bien sûr du capitaine Ibrahim Traoré. Il s'est adressé à son peuple il y a moins de 24 heures. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a bien sûr dressé un bilan positif de sa politique. Une politique pas toujours, on va le dire, aisée pour l'heure entre tentatives de déstabilisation et réforme. Ça n'a surtout pas été un long fleuve tranquille pour celui, bien sûr, qui n'a pas cessé de mouiller son treillis sur le champ de la lutte contre le terrorisme. Prenons tout d'abord cette réaction du capitaine Ibrahim Traoré. D'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, ce n'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique, lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents, jusqu'à 6 mois on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Est-ce à dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir? Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. Ce n'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit, on vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. Le capitaine Ibrahim Traoré, un extrait bien sûr de sa sortie, mais surtout bien sûr de cette interview accordée donc à nos confrères de la télévision nationale burkinabé. On démarre par vous, Sylvain de Bogo, votre regard sur ces 12 premiers mois du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Il était arrivé le 30 septembre 2022 après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il a fait la sécurisation, voire la sécurité, la priorité de sa transition. 12 mois plus tard, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ces premiers mois, ou du moins sur cette année du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso? Oui, avec tout ce qui est endogène et exogène, c'est-à-dire tous les ennemis du Burkina, tous ceux qui veulent toujours contrôler le Burkina Faso, nous pouvons déjà tirer le chapeau au président Ibé. Vraiment, le pays était, je veux parler des frontières, ces frontières vraiment très, très, très pénétrables. Et nous voyons aujourd'hui, quelques jours déjà, on a vu ce qui s'est passé à partir où l'on accuse du moins la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. Et donc, pour nous, le président Ibrahim Traoré est en train de travailler. Il est en train de travailler et nous disons que c'est déjà positif. Ça produit quelque chose de bien pour les Burkinabés et même pour toute la zone. Parce que s'opposer à la France, s'opposer au sous-préfet de la France, et dont Alassane Dramane Ouattara qui est tout près à côté, Alassane Dramane Ouattara qui héberge une grande partie des Burkinabés qu'il courant chaque fois. On a vu à chaque fois qu'ils sont sortis, parce que ce sont eux qui l'ont porté au pouvoir, il leur a donné des millions pour les calmer. Ce sont ces mêmes gens qu'il est en train d'activer, de réchauffer pour aller renverser leur propre président. Et donc nous disons que ce n'est pas une tâche facile, mais la vigilance est en train de payer et pour le moment, nous pensons qu'ils sont sur la bonne voie. En tout cas, les nouveaux dirigeants burkinabés sont sur la bonne voie et ce que nous pouvons leur conseiller, si on avait un conseil à donner, c'est tout de suite de renforcer leur sécurité, la sécurité et ne pas tarder à penser à la monnaie.
il faut sortir de ce franc esclavagiste qu'on appelle le franc CFA. Vous dressez d'ailleurs un bilan élogieux de ces 12 premiers mois du capitaine Ibrahim Traoré. Il est également positif pour vous, cette année, ou du moins ce bilan en question dont on parle ce soir sur ce plateau de For You Matin, de l'international, pardon. Ces 12 premiers mois du capitaine Ibrahim Traoré, sont-ils également positifs pour vous, Dr Luzon Issoumba? Oui, bien entendu. Vous savez, il prend le pouvoir dans un contexte extrêmement difficile, la lutte contre le terrorisme. Vous l'avez suivi, la profondeur du discours est tellement remarquable qu'on peut obtenir un maître mot, c'est-à-dire la lutte contre l'impérialisme. Et il dit ceci, qu'on ne doit pas simplement concevoir l'impérialisme comme venant d'ailleurs, parce que même en interne, ce n'est pas du tout facile. Et aujourd'hui, moi, je vais vous dire, je l'avais d'ailleurs dit sous votre gouvernement la dernière fois, pendant que nous étions toujours, je crois que c'était l'émission internationale, je vous indiquais que certainement en Afrique, on va beaucoup plus tendre vers des régimes à connotation ou à coloration militaire. Parce qu'on a l'impression que les militaires portent beaucoup plus la cause des nationaux que de ceux qui peuvent avoir une influence venant de l'extérieur. Et ce que fait Ibrahim Traoré jusqu'à ce jour, je pense qu'est porté même d'ailleurs en triomphe par son peuple et porté en triomphe par l'option trinitaire que nous avons vue l'autre jour, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc moi je reste dans la logique selon laquelle, et ça j'encourage Ibrahim Traoré de poursuivre dans la même voie, c'est-à-dire que de lutter contre un ennemi visible ou même invisible, là ça me renvoie un peu là à la vie, c'est-à-dire qu'ils doivent combattre et se battre, justement pour que la paix regagne l'état du Burkinabé. Je vous disais tout à l'heure que sans la paix, on ne peut rien faire. Et je pense que l'un des combats que... aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, il y a des avancées qu'il faudrait nécessairement féliciter. On a vu les images l'autre jour, bien entendu, on a vu les images, on va pas les commenter davantage ici, mais on a vu des images l'autre jour où l'armée républicaine a repoussé les terroristes par les interventions aériennes et même par voie terrestre. On a vu les images qui étaient frappantes. Et moi, je continue de dire, lorsqu'on a un dirigeant d'une telle acabit, d'une telle stature et même posture, qui peut à un moment donné apporter justement son soutien, ou du moins jeter un regard vif sur des questions telles que la paix, c'est des dirigeants qu'il faut justement encourager. Et moi, je crois que Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique-là, s'inscrit dans cette, j'allais dire, dans ce sillage-là des gouvernants qui méritent que, une fois qu'ils bénéficient de l'onction du peuple, ils doivent servir le peuple. Et vous voyez aujourd'hui, M. Ngueni, si Ibrahim Traoré avait été léger, et si le peuple ne lui faisait pas confiance, je suis certain que avec aujourd'hui, vous avez vu, il a dit lutter contre l'impérialisme. On voit de qui il veut parler. Et même quand il dit il n'y a pas seulement l'impérialisme externe, mais il y a l'impérialisme il y a également des valets locaux, c'est ce qu'il utilise comme expression pour illustrer tout cela. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il mène un combat de géants. Moi, je reste convaincu que si aujourd'hui le peuple ne le lâche pas, il ira loin et il fera de belles choses pour le Burkina Faso. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, et on en discutait l'autre jour encore sur votre plateau, sur le retrait de l'ambassadeur, par exemple, français du Niger, vous voyez que ce sont des victoires que l'on, à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, on ne pouvait pas voir prospérer. Mais aujourd'hui, cela laisse libre cours de comprendre que, à un moment donné, au nom du principe de la souveraineté des États, au nom justement de ce que les États ont l'obligation de se développer, à l'effet d'assurer le épanouissement de leur population, on comprend tout de suite qu'il faudrait que les peuples, surtout le peuple burkinabé, prennent en compte et que ce peuple soutienne mordicus et avec tous les moyens possibles le président de la transition Ibrahim Traoré pour qu'il puisse continuer justement de mettre en place une société burkinabé qui peut être épanouie, qui peut vivre en paix, qui peut assurer son développement tout court.
Voilà, merci à vous. Et pour également en parler ce soir, nous accueillons sur ce plateau de l'international Nestor Podassé. Je rappelle que vous êtes burkinabé, vous êtes surtout le coordinateur national de la planète des jeunes panafricanistes. Bonsoir à vous Nestor, bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les Africains, tous les patriotes partout où vous vous trouvez, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Cameroun, partout dans le continent africain. Je salue tous ceux qui sont connectés à la télévision, comme ceux qui sont sur la page Facebook et YouTube de For You Media. Je salue le PDG, je salue les techniciens, je salue les journalistes de For You Media. Merci beaucoup. Alors Nestor, vous êtes leader d'un mouvement de la société civile, vous êtes surtout le coordinateur national de la planète des jeunes panafricanistes. Vous avez joué un rôle dans cette révolution qui a vu le départ du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba. Avez-vous l'impression aujourd'hui qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, votre pays, le Burkina Faso, a franchi un cap? Oui, je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes très très contents. Aujourd'hui, je viens de quitter même une chaîne nationale ici, oui, par rapport au bilan de l'année 2000, l'an 1 de MPSR2. Oui. À vrai dire, nous sommes des artisans. Nous sommes des artisans de cette révolution. Nous sommes une partie qui a contribué aussi à notre façon pour l'événement du MPSR2. Parce que le MPSR1 avec Paul-Henri Sandaogo ne jouait pas le jeu. Nous, on sortait pour manifester, pour demander le départ de l'armée française, le départ de l'ambassadeur de France, M. Luc Alal, chose que Damiba ne nous écoutait pas. Et nous avons demandé de diversifier le partenariat en collaborant avec le Mali ainsi que la Russie. Paul-Henri Sandaogo ne nous écoutait pas. Lui, il n'écoutait que son patron, la France. Jusqu'à ce que nous décidions de continuer les manifestations, jusqu'à ce que notre dernière manifestation d'envergure avant le 30, c'était le 29 septembre 2022, où nous sommes sortis paralyser toute la ville de Bobo-Dioulasso et demander le départ de Paul-Henri Sandaogo. Je me rappelle comme si c'était hier. Ce jour-là, ma photo a été mise en one titre par des activistes pro-français qui roulent pour l'impérialisme, soit disant que c'est nous les meneurs et qu'il fallait moi m'éliminer physiquement, il fallait me liquider avec d'autres camarades. À Bobo, je me rappelle très bien. Et ce jour-là, si Ibrahim ne venait pas, je me demandais les jours à venir, qu'est-ce que moi j'allais devenir avec mes camarades qui étaient dans le viseur du pouvoir de Paul-Henri Sandaogo. Ouais. Parce que, là... quelques petits soucis de liaison avec Nestor. Mais... Parce que c'est très... Oui, allez-y Nestor. Comme nous avons réussi, les choses ne tournent pas autrement, mais nous avons réussi quand même à paralyser la ville. Et à partir de 20h, j'ai un frère à Ouaga qui m'a écrit, il m'a dit, frère, il y a des soldats qui sont en train de faire mouvement. Il dit, ok, ça tient, on tient le coup. Nous avons continué à mobiliser, jusqu'à ce qu'à partir de 1h du matin, quand les tirs ont commencé, ils ont occupé les points stratégiques. Dès le lendemain matin, le 30 matin, nous avons encore mobilisé les gens à Bobo pour sortir, occuper les rues, jusqu'au premier où c'était chaud, c'était tendu. Et jusqu'à ce que nous sommes sortis mobiliser le monde entier et le peuple a pris d'assaut l'ambassade ainsi que l'Institut français à Bobo et à Ouaga. Et nous avons eu à faire des déclarations un peu musclées, chose qui m'a valu au moins 6 mois de prison, que donc vous-même vous le savez tous. Oui. Mais quand même, je suis content de voir que le Burkina est sur le bon chemin aujourd'hui, parce que grâce à cette détermination du peuple burkinabé, nous nous sommes sentis réconfortés. Si le peuple n'avait pas agi et que les capitaines n'avaient pas pris aussi le risque de répondre à notre appel, aujourd'hui peut-être je ne serais pas ici pour parler sur ce plateau. Soit j'étais mort, soit j'étais dans une prison en profondeur là-bas où je ne vois même pas le soleil. Mais Nestor, sur le plan sécuritaire, je me souviens encore de sa première prise de parole, le capitaine Ibrahim Traoré, dès son arrivée. Il avait dit on doit aller vite, on doit aller très vite, évoquant entre autres l'aspect sécuritaire, faisant bien sûr du retour de la paix la priorité. Alors, avez-vous l'impression aujourd'hui que sur cet aspect précis, ou du moins sur ce plan sécuritaire-là, comparé aux époques d'Amiba, Roch ou encore Blaise, il y a de réelles avancées avec notamment le capitaine Ibi? Oui, il y a des réelles avancées parce qu'il faut dire qu'au moment où Ibrahim Traoré venait,
Oui. la ville de Solingé, qui est tout un chef-lieu de département de province, était occupée par des terroristes. Et que le chef terroriste même logeait au haut commissariat. Écoutez très bien, le haut commissariat ou les préfectures, tous ces lieux des hauts fonctionnaires de l'État étaient occupés par des terroristes. Aujourd'hui, Solingé est libéré. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, 110 jours après, Solingé est libéré. Falangoutou était occupée. La commune de Falangoutou était occupée par les terroristes. Falangoutou est libérée. La commune de Koumri était occupée, c'est libéré. La commune de Ouo était occupée, c'est libéré. Sans compter les villages et les campements qui sont réinstallés. Oui. Ça, c'est sans compter ça. Quand il arrivait, même Deschamps Kalachnikov, dans son interview hier, il est revenu là-dessus. Oui. Il n'y avait même pas de Deschamps Kalach de réserve. Mais aujourd'hui, l'armée est équipée, même les volontaires pour la défense de la patrie sont équipés. Ils ont des gilets pare-balles, ils ont des cartes de protection. Chose qui n'existait pas. Et quand il arrivait, l'armée n'était pas très constituée. Parce que, par exemple, pour aller faire des opérations au Sahel, il fallait prendre quelques gendarmes à Banfora, quelques militaires à Bobo, Oui. quelques militaires à Gawa, quelques militaires à Dédougou. On piégeait un peu dans les coins là et on les regroupait et on mettait quelqu'un devant et que c'est votre chef d'équipe qui est là, allez-y au front. Bon, comment des gens qui n'évoluent pas ensemble peuvent avoir un résultat efficace sur le terrain? Ce n'est pas possible. Voilà. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé, il a créé 12 bataillons d'intervention rapide, basés et qui interviennent dans tous les territoires du Burkina Faso. Et tous les garnisons du pays sont en train d'être réorganisés. Même à Bobo, ici, là où je suis, le RPC est dissous et ça a été réorganisé pour adapter à la réalité. Donc, les chefs de corps sont en train de travailler là-dessus. Et maintenant, chaque unité sont ensemble, ils évoluent ensemble, ils font tout ensemble et ils combattent ensemble. Ce n'est plus comme avant où on piégeait les unités un peu partout, un peu, on prenait les éléments de gauche-droite, on les rassemblait, on les rappelait, on dit allez-y au front. Comment une telle armée va avoir des résultats? Il y a la police, il y a la gendarmerie et il y a les militaires. Et on dit allez-y. Comment ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Mais aujourd'hui, vous avez vu avec les GOUMI, groupements d'intervention et d'unités d'intervention mobile de la police qui est là, ils sont équipés, ils ont des armes lourdes, ils interviennent et ils gagnent des résultats. La gendarmerie est renforcée, ils interviennent, ils gagnent des résultats. Et les militaires sont là avec les volontaires pour la défense de la patrie. Ils font en équipe, il y a le bataillon d'intervention 1, bataillon d'intervention rapide 2, il y a le bataillon d'intervention rapide 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 12. Et ils interviennent. Aujourd'hui, ils sont opérationnels. Ça roule bien sur le terrain. Et chaque commandant a son unité, a ses hommes qui sont ensemble, ils font des entraînements ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble et ils combattent ensemble. Quand c'est comme ça, vous êtes plus fraternel, vous vous connaissez mieux. Sur le terrain, le travail avance mieux que quand c'était Victory Boyu dans le passé. Donc, l'armée était désorganisée, mais il y a des faux experts qui passaient sur les médias pour nous faire croire qu'il faut 10 ans pour réorganiser l'armée. Mais Ibrahim nous a montré qu'en moins d'une année, on peut le faire. Et ça fonctionne bien aujourd'hui. L'armée est en train de monter en puissance. En cette année 2023, ils ont recruté en une année, et ils ont recruté 11 000 soldats. Donc, quand tu regardes un Burkina Faso, où on fait recrutement d'une année, 11 000 militaires, ça veut dire que les autres années passées, il n'y avait rien, il y avait un problème d'effectif. On a recruté 90 000 VDP, 11 000 militaires, sans compter les gendarmes et les eaux et forêts. Eaux et forêts, cette année, on a recruté 4 000, spécialement 4 000. Sans compter la gendarmerie et la police qui ont été recrutés cette année en grand nombre à des milliers de personnes. Donc ça veut dire qu'il y avait problème d'effectifs, il y avait problème de matériel, mais avec l'arrivée d'Ibrahim Traoré, tout ça, on a eu un recrutement massif à tous les niveaux, que ce soit à la police, à la gendarmerie, au niveau de l'armée et au niveau des volontaires pour la défense de la patrie. Voilà, donc vous voyez que tout ça là, 90 000 hommes équipés, qui sont les VDP, Oui. sans compter 11 000 militaires qu'on a recrutés cette année, sans compter gendarmerie, police, douane, ainsi que les eaux et forêts et autres. Donc ça veut dire que tout est en train d'être augmenté et tout est en train d'être réorganisé. En même temps qu'ils se réorganisent, ils combattent. Donc vraiment, c'est à féliciter et c'est à encourager. À féliciter et encourager notamment la démarche clairement du gouvernement de transition, mais également du MPSR, qui s'est lancé, Nestor, dans cette vaste opération de recrutement à la fois des FDS, des forces de défense et de sécurité, mais également des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Mais Nestor, au-delà de tous ces éléments que vous avez cités, lui-même l'a reconnu, le capitaine Ibrahim Traoré, on a certaines attaques sporadiques qui continuent bien sûr dans le Burkina. Certainement, c'est clairement l'aspect qu'il faudra améliorer par la suite.
Les attaques, comme on le dit, les attaques ne peuvent pas s'arrêter du coup comme ça parce que l'ennemi a eu beaucoup de temps. Pendant 8 ans, l'ennemi s'est préparé. L'ennemi a pris du terrain, il y a des villages qu'il a conquis, donc il ne va pas accepter de laisser comme ça. Oui. Et n'oubliez pas que aussi l'ennemi a des soutiens extérieurs qui est la France. Et l'armée française, étant au Burkina et au Mali en son temps, a beaucoup contribué sur le terrain à aider les terroristes. Avec l'aide départ du Mali et du Burkina, ils se sont retrouvés au Niger. Et donc, les terroristes avaient une base arrière au Niger. C'est tout à l'heure, Bazoum vient de tomber. Donc, l'armée nigérienne est en train de pleine reconstitution avec l'armée burkinabé et malienne pour travailler ensemble, pour pouvoir les contrer. Donc, nous pensons que dans les jours à venir, dans les mois à venir, l'hivernage aussi rendait les manœuvres très difficiles. Comme l'hivernage, nous sommes en fin d'hivernage. Dans un mois, l'hivernage va totalement finir. Et nous allons rentrer dans une saison chasse à partir de novembre ou décembre en allant. Je me dis que d'ici mars, avril, il y a beaucoup de localités qui seront récupérées, consolidées, parce que les terroristes ne pourront plus tenir. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela, parce que les attaques, ça ne peut pas s'arrêter du coup, parce que l'ennemi aussi, plus il est en position de faiblesse, plus il essaye d'attaquer la population civile. Donc il faut qu'on tienne compte de tous ces aspects-là aussi, pour pouvoir les infliger des pertes aussi. Voilà. Mais actuellement, avant, ils attaquaient les détachements, ils attaquaient des embuscades, mais aujourd'hui, tu entends rarement les embuscades, tu entends rarement l'attaque des détachements. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'armée monte en puissance, l'armée est en train de partir vraiment dans le bon sens. Merci. Une armée qui part dans le bon sens. Est-ce également le constat que vous avez dressé, Sylvain de Bogou, vu de l'extérieur, quand vous entendez par exemple le capitaine Ibrahim Traoré dire qu'à son arrivée, il n'a même pas trouvé 200 Kalachnikov en réserve, il fallait s'équiper impérativement, il fallait mieux armer, mais surtout recruter. Il a décidé par la suite d'inclure les VDP dans ce combat, les volontaires pour la défense de la patrie, bref, des civils. Une démarche qui, jusqu'ici, a été critiquée. Est-ce que c'est également le cas à votre niveau, ou alors aujourd'hui, vous vous inscrivez dans la lignée de ceux qui estiment qu'en 12 mois, sur le plan sécuritaire, le capitaine Ibrahim Traoré a visiblement franchi un cap? Le capitaine Ibrahima Traoré a bien travaillé et il continue de bien travailler. Et ce qu'il a acquis déjà, ce qu'il a fait comme travail au niveau de la sécurité, au niveau même du recrutement des militaires, est un démenti sanglant du moins, envers tout cela qui, ma foi, en Afrique, nous disait qu'il nous fallait 5 ans, 10 ans pour former une armée régulière, une armée qui est prête à défendre, en tout cas, le territoire national. Oui. Et voici que le jeune militaire arrivé au pouvoir, à moins d'1 an, il a vraiment fait preuve de professionnalisme. Il a recruté des gens qui sont en train de défendre la nation, qui sont en train de repousser l'envahisseur. L'envahisseur qui n'est pas prêt à partir, mais que coûte, n'a plus une grande base aérienne, donc il doit forcément partir. Moi, je dis félicitations à Ibrahim Traoré, qui est en train de travailler réellement et qui surtout doit continuer sur la diversification de ses contacts, de ses relations, oui, et ne pas compter seulement sur la France. La France qui a toujours contrôlé toutes les armées, je dirais, des pays africains francophones, et donc qui les a toujours sous-armés. Nos armées dans ces pays-là ne sont pas armées. Oui, nos militaires vont dans les écoles, des grandes écoles militaires à Saint-Cyr partout en France, mais en réalité, lorsqu'on revient, nos poudrières sont vides. J'ai donné à chaque reprise l'exemple de la Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, quand vous voyez que l'armée ivoirienne est sans dents, c'est parce que la poudrière, selon les informations, la poudrière de l'armée ivoirienne est aux mains de 43e Bima, qui est le camp militaire français en Côte d'Ivoire. Voici comment la France a toujours réglé le problème de la défense, le problème de la sécurité de nos nations, parce qu'elle sait qu'elle est toujours prête à nous imposer ses lois, à changer les chefs d'État chez nous quand elle veut, quand cela ne lui plaît pas, elle le change, quand celui-là lui donne tout, elle le garde, pour ne pas qu'on réagisse. Et donc, voici un peu la situation. Et Ibrahim Traoré, qui aujourd'hui s'est détaché de la France, a
montrer qu'en un an, on peut réellement mettre une armée capable de résister et de libérer une nation en place. Voilà, l'un des chantiers engagés par le capitaine Ibrahim Traoré durant bien sûr ces 12 premiers mois, Dr Luzon Essomba, c'était surtout de revoir les accords de coopération avec un partenaire historique qu'est la France. Il est parti, l'ambassadeur français qui était du côté du Burkina Faso, je vais retrouver son nom. Il y a eu cette dénonciation des accords de coopération militaire qui existaient. Aujourd'hui, le Burkina est traité, du moins le capitaine Ibrahim Traoré est traité de tous les noms du côté du Quai d'Orsay à cause justement de cette rupture qu'il a marquée, mais surtout de sa volonté d'avoir voulu, entre autres, se tourner vers d'autres partenaires qui respectent les intérêts, voire les aspirations profondes du peuple burkinabé. Oui, Ibrahima Traoré l'a compris à ses dépens et aux dépens du peuple burkinabé pour indiquer qu'aujourd'hui, comme je l'indiquais, il faut défendre les intérêts du peuple. Et quand vous constatez que des accords coloniaux continuent justement de vous maintenir dans l'asservissement, dans la pauvreté, oui, dans le sous-développement, ce qui est évident, c'est qu'il faut les rompre. Et nous sommes au Cameroun et j'en profite pour faire une digression. Est-ce que vous savez que lors de sa visite ici au Cameroun, Emmanuel Macron était destiné à faire plusieurs jours. Mais il s'est rendu compte que le président Paul Biya n'avait pas reconduit les accords coloniaux, plus précisément les accords qui étaient liés à la sécurité, c'est-à-dire surtout à l'installation des bases militaires françaises chez nous. Et pris de colère, il a anticipé son voyage au Cameroun pour rentrer en France. Donc c'est pour dire que Ibrahima Traoré s'est inscrit, bien évidemment, dans la même voie que son Excellence Paul Biya. Vous avez vu, lorsque Touadéra est parti en France, avec toutes les craintes possibles, avant d'y aller, il est venu voir le sage africain, le président Paul Biya. Et moi, j'avais très tôt compris et très vite que ce détour d'abord à Yaoundé permettrait justement à Touadéra d'avoir une position radicale qui est d'ailleurs celle de Paul Biya, parce que vous vous rappelez qu'une fois que les accords coloniaux, surtout en matière sécuritaire, n'avaient pas été reconduits, tout de suite le président Paul Biya a passé des accords avec la Russie. Et votre question justement est pertinente parce que elle permet de comprendre que nous ne sommes plus dans un monde unipolaire. Nous sommes dans un monde multipolaire aujourd'hui où tout État qui se veut souverain, qui se dit souverain, est doté de la liberté de conclure des contrats avec des partenaires de son choix. Pas plus forcément qu'on peut vous imposer un. Vous vous rappelez, en Chine, un journaliste français avait posé la question au président Paul Biya de savoir, mais est-ce que vous privilégiez une puissance plus qu'une autre au niveau de l'État du Cameroun? Mais le président de la République a répondu pour dire que l'État du Cameroun n'est la propriété des personnes, d'aucune puissance étrangère. Et cette réponse permettait d'ailleurs de comprendre que les États doivent se prendre en main, faire valoir leur souveraineté. Les États doivent comprendre qu'à un moment donné, si vous avez un partenaire que vous avez considéré autrefois comme le choix, qui ne peut plus vous permettre justement de vous développer, de vous émanciper, de vous épanouir, ce qui est évident, c'est qu'il faut songer tout de suite à la rupture, ne plus reconduire ces accords. Et c'est ce que beaucoup de chefs d'État africains ont commencé par faire, en l'occurrence le président Paul Biya. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Ibrahima Traoré s'inscrit dans cette logique et je suis tout à fait d'accord avec sa démarche. Parce que il faut rompre tous ces accords impérialistes, néocoloniaux qui continuent justement de nous maintenir dans la léthargie, de nous maintenir dans le sous-développement, de nous maintenir dans l'ombre, dans une logique d'opacité, dans une logique vraiment qui ne permet pas aujourd'hui de comprendre que des États qui peuvent brandir leur souveraineté sont toujours dans la logique de la mendicité, dans la logique des jérémiades. Non. Et c'est la raison pour laquelle les États africains aujourd'hui doivent comprendre une chose, c'est que lorsque on se met ensemble et que nous sommes d'accord sur un certain nombre de principes, mais écoutez, on sera fort. Parce que dit-on très souvent que là, il y a du flou, il y a du lourd. C'est-à-dire que quand vous êtes désolidarisé, cela permet à l'ennemi de vous pénétrer, de vous exfiltrer et justement de vous maintenir. Vous avez vu, ce n'est pas faux. Moi, j'ai vérifié cette information à travers un étudiant
Camerounais qui est au Burkina Faso, il estime qu'il y avait un coup d'État qui a manqué. Oui. Parce que, justement, le général en qui on avait sollicité l'action de perpétuer le coup d'État, s'est lui-même rendu compte que ce qu'on lui proposait sous l'action d'un autre chef d'État africain, que je ne peux malheureusement pas citer parce que vraiment il fait honte à l'Afrique, mais on comprend tout de suite. Et ça, M. Nguéné, il faut le dire, j'ai oublié le nom de cet auteur, il disait que c'est toujours les Africains qui seront les ennemis des Africains. Vous voyez? Parce que vous voyez, la France elle-même, par exemple, n'enverra pas un de ses sbires ou j'allais dire un de ses agents diplomatiques pour venir perpétrer un coup à ciel ouvert. Vous voyez, ce sera un peu plus... en fait, ce sera... Comment je veux le dire? Ça va sauter aux yeux. Ouais. Ça va sauter aux yeux et cela fera de sorte que, bon, on va dire, voilà, tous ces gens qui prônent la liberté, qui prônent l'égalité, qui prônent le développement, mais eux-mêmes sont à l'origine de ces désordres sociaux. Donc, moi, je reste convaincu de ce que l'action que mène aujourd'hui Ibrahima Traoré est une action salutaire, salvatrice, que je sollicite tout simplement que ces pères africains puissent les accompagner, surtout au-delà de ces pères, mais le peuple burkinabé doit porter la cause burkinabé et permettre à Ibrahima Traoré justement d'aller de l'avant. Nestor, merci Dr Luzon Nsomba. Nestor Podassé, c'est l'un des points de satisfaction certainement de ces 12 premiers mois, Nestor Podassé. Vous avez porté le combat, on se souvient de ces nombreuses manifestations que vous avez organisées, que votre mouvement a organisé, appelant notamment au départ de l'ancien ambassadeur Luc Alade, ce qui a finalement fini par arriver. Mais au-delà même du départ de l'ambassadeur français du côté du Burkina Faso, il y a surtout eu cette rupture totale qui est observée aujourd'hui avec un changement de paradigme. Le nouvel exécutif burkinabé aujourd'hui milite pour ce nouveau paradigme, celui qui respecte les intérêts du peuple burkinabé. Et ça, c'est l'un des points de satisfaction de ces 12 premiers mois, Nestor Podassé. Oui, et nous, je me rappelle très bien quand nous on a lancé les hostilités le 12 août 2022, où nous avons marché un vendredi pour demander le départ de Luc Alade du Burkina parce qu'il nous avait insulté que nous sommes des idiots inutiles, des idiots utiles qui bavardent sur les réseaux sociaux. Après cela, nous avons continué à faire un vendredi, 2 vendredis, 3e vendredi, c'est le 4e vendredi, maintenant Luc Alade est parti. Donc nous avons eu raison de lui. Et Damiba est tombé, et quand Damiba est tombé, nous on savait que Luc Alade allait partir, il n'y avait même pas de choix. Donc déjà, le capitaine, en prenant le décret que Luc Alade quitte le Burkina Faso, était un grand ouf de soulagement pour nous les panafricanistes. Et après cela, il a dénoncé les accords avec l'armée française qui a pris le décret le 18 janvier pour que l'armée française quitte le Burkina Faso. Après le 18 janvier, à partir du 18 février, le 28 février, il a pris un autre décret pour dire que les coopérants français ont 1 mois pour quitter le Burkina Faso. C'était le lendemain de ma condamnation, je me rappelle bien. J'ai été jugé le 27 février. Le 28, il a pris le décret et dit qu'ils ont 1 mois pour quitter. Et dès que le 28 mars arrive net, il prend le décret et dit prend 24 à 1 mois pour quitter le Burkina Faso. Et il a pris le décret pour permettre prendre 24. Mais avant ça, il a fermé RFI dans le mois de décembre. Donc, je me rappelle les événements là comme si c'était aujourd'hui. Et tout récemment, Jeune Afrique. Et tout récemment, Jeune Afrique, Nestor Podassé. Vous dites? Et tout récemment, Jeune Afrique. Et tout récemment, Jeune Afrique. Il y a LCI aussi dans le mois de juin qui a été fermé. La chaîne de télévision LCI aussi qui a été fermée le mois de juin passé. Donc, il y a tellement de bonnes actions posées dans ce sens-là. Et la coopération avec la Russie, le Venezuela, l'Iran, la Corée du Nord, la Turquie, tout ça, ça nous a permis d'acquérir de nouveaux matériels. Chose que nous avons demandé aux gouvernants précédents, Roch Kaboré comme Damiba, qui ne nous ont pas écoutés, alors que ce n'est pas sorcier. Vous voyez, Ibrahima Traoré a simplement écouté le peuple et il est allé, et ça a marché. Voilà, et moi je pense que c'est l'une des meilleures solutions, quoi. Voilà, parce que dans la vie, un président qui écoute son peuple gagne toujours. L'actionnariat populaire qu'il a lancé, donc il vient déposer la première pierre le 23 septembre passé à Bobo-Dioulasso ici, pour la première usine de construction
la transformation des tomates. Il y a un deuxième qui sera mis à Tenkodogo. Il y a des usines de mines qui seront mises en place et des fourrages qu'on va faire pour l'agriculture, pour l'élevage. Donc tout ça, en même temps qu'il est en guerre, il est aussi de côté de la guerre économique. Parce que les deux vont ensemble. Et tout est bien parti. Et on ne fait que rendre grâce à Dieu pour cela. Vraiment, merci beaucoup pour tout. Et dire au capitaine, en tout cas, il est à l'écoute du peuple. Et nous savons qu'aujourd'hui, c'est de consolider. Actuellement, nous sommes sortis hier manifester pour dire nous voulons la prolongation de la transition et aussi changer la constitution. Donc, voici un peu ce que nous sommes en train de travailler avec nos camarades panafricains, des autres camarades du Burkina Faso. Donc, malgré que nous avons eu des difficultés jusqu'à ce que je suis passé par la prison, mais les camarades sont plus que déterminés, plus qu'engagés, plus qu'avant, parce que le fait que le gouvernement est dans la direction que nous souhaitons, nous avons oublié même que nous sommes allés en prison. Voilà, nous sommes très contents et nous sommes vraiment déterminés pour poursuivre le combat jusqu'à la libération totale du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. C'est ça notre slogan. Parce qu'il est dit que de ne jamais trahir la vérité. Car trahir la vérité, c'est trahir Dieu. Et nous avons pris l'engagement de libérer l'Afrique et le Burkina Faso. Et nous irons jusqu'au bout. Sylvain Debogou, ce sont des actes forts quand même qui ont été posés en 12 mois. Dénoncer les accords de coopération avec la France, sur le plan militaire surtout. Et il fallait un sacré courage pour faire dégager la base militaire de Camboisin, la base militaire française qui était stationnée jusque-là du côté du Burkina Faso, mais surtout dire à la France de dégager clairement. Il fallait également un sacré courage pour mettre hors d'état de nuire, entre guillemets, ces médias mainstream qui jusqu'ici brillaient par des campagnes de désinformation sur le terrain. Bref, il y a eu une rupture totale pratiquement avec le partenaire historique qui était la France, mais il ne s'est pas fait que des amis, le capitaine Ibrahim Traoré. Ça montre que la tâche ne sera pas aisée, Sylvain Debogou. Oui, l'accouchement n'est jamais l'accouchement de nouvelles idées, d'une nouvelle direction ou bien d'un enfant. L'accouchement n'est jamais facile, ce n'est jamais facile, mais c'est dans la douleur, c'est dans la souffrance que un peuple creuse en lui-même pour réaliser son rêve. Et en Angleterre, ici, on dit no pain, no gain. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de gain. Il faut souffrir pour avoir du gain. Il faut souffrir pour voir la réalité. Il faut souffrir pour savoir s'orienter dans la vie. Parce que lorsqu'on est né avec une cuillère en or dans la bouche, le jour que cette cuillère disparaît, mais on panique totalement. Mais je pense que le capitaine est en train de puiser dans ce que Thomas Sankara a laissé. On avait toujours dit partout qu'on peut tuer un leader, mais on ne peut pas tuer ses idées. Et il est en train de puiser également ce que Patrice Lumumba a laissé. Il est en train de puiser ce que Yombe a laissé. Voici des gens que ces jeunes actuels, que ces jeunes générations ont étudié. Parce qu'il faut retenir que ces militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir un peu dans le pays ne sont pas des ignorants, ce ne sont pas des militaires qu'on a ramassés en brousse, ce sont des gens qui ont étudié le passé, c'est-à-dire la vraie histoire des Africains, des leaders africains, les Kwame Nkrumah et autres. Ce sont des choses qu'ils ont étudiées. Et donc aujourd'hui, qu'ils mettent en pratique. C'est ce qui leur permet de rejeter cet esclavage écrit sur des textes qu'on appelle des accords. Vous voyez. Et donc pour moi, ce n'est pas facile, mais avec la multiplication de ces contacts, au lieu que la France soit seulement le seul partenaire, le partenaire exclusif, aujourd'hui avec l'ouverture de ses frontières, de sa diplomatie à l'extérieur, je pense que le capitaine va réussir sa mission et surtout que le peuple est avec lui, le peuple l'écoute, le peuple et lui aussi, il écoute le peuple. Je pense que dans tous les cas, quels que soient les obstacles, le Burkina Faso va sortir, en tout cas les bras va sortir vigoureux de cette bataille-là et que l'Afrique aussi va s'inspirer de toute cette lutte qu'ils sont en train de mener depuis cette Afrique
des 3 ou bien des 4 pays qui ont déjà dit ou presque dit non à la France. Voilà, Nestor, je reviens vers vous avant de prendre le docteur Lucien Yessomba. Parlons des événements de ces derniers jours, mais surtout de ce mois de septembre. 2 tentatives de déstabilisation en l'espace d'1 mois. Oui, il l'a relevé. La menace n'est pas qu'externe. Elle est également interne avec notamment ces valets locaux qui sont utilisés, à qui on fait miroiter un ciel bleu, mais en réalité, derrière, il y a cette manipulation, cette instrumentalisation. Et il l'a dit dans son interview, le capitaine Ibrahim Traoré, désormais, ça sera la tolérance zéro parce qu'il a énormément sensibilisé depuis son arrivée à la tête de l'État burkinabé. Oui, en un mois, 2 coups d'État, c'est un peu trop. C'est un peu trop pour un pays qui veut prendre le bon chemin. Et vous savez, comme il a dit, il y a trop d'intérêt en jeu parce que la petite bourgeoisie comprador qui était en bourgeoisie, donc qui ne voulait pas le bonheur du peuple, n'a pas digéré que le capitaine prend compte de nous, le bas peuple, qui ne sont pas des fils à papa, qu'il nous écoute. On nous appelle l'homme de la rue, alors que nous sommes des patriotes. Voilà. Donc, il nous écoute et il prend les décisions en fonction de notre vision et de notre idéologie. Cela ne plaît pas beaucoup à l'ennemi. Et c'est ça qui fait que ces tentatives-là sont toujours essayées, mais ça ne va pas réussir. Et ce que je sais, c'est grâce à la vigilance du peuple, toutes les tentatives depuis qu'il est arrivé jusqu'à aujourd'hui, près d'une vingtaine, ça a échoué. Donc ça veut dire que chaque mois, il faut déjouer, peut-être 2 ou 3 comme ça. Et trop de choses, peut-être il y a d'autres même que l'État n'a pas communiqué là-dessus. Donc c'est trop. Même juste pendant que moi j'étais en prison, il y a eu des choses. Parce que d'abord, mon arrestation allait soulever la jeunesse. J'ai parlé à mes collaborateurs de ne pas manifester. Chose qu'ils ont écouté, sinon beaucoup ne comprenaient pas pourquoi un panafricain est au pouvoir et on nous arrête. Nous avons dit que non, la justice est indépendante, donc le président ne peut pas s'ingérer dedans. Voilà, donc c'est pourquoi nous avons demandé de changer la constitution, afin qu'on puisse changer notre code pénal pour que la justice ait un visage burkinabé et non pas que ce soit des textes copiés-collés venant de l'extérieur. Voilà un peu pourquoi nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Il faut réformer toutes les institutions. Voilà, une fois que les réformes sont faites et qui cadrent avec nos réalités, on pourra vraiment amorcer notre développement. Sinon, si Ibrahim Traoré part aujourd'hui et laisse ces constitutions à la place telle qu'elle est, c'est comme si on a fait un pas devant, 3 pas en arrière. Donc, c'est ce que nous voulons éviter. Donc, c'est pour vous dire que les tentatives, ça ne peut pas manquer, ça il faut le dire, mais avec la détermination du peuple et la fermeté que les dirigeants vont prendre actuellement, je pense que nous serons dans la liberté de pouvoir vivre tranquille et de pouvoir amorcer notre développement. Mais est-ce que cela traduirait un malaise aujourd'hui quand on sait que ce sont des officiers tout de même de l'armée qui sont impliqués dans ces tentatives de déstabilisation? On a eu bien sûr le communiqué qui a été rendu public par le gouvernement burkinabé le 27, voire le 28 septembre dernier. Le gouvernement a regretté, Nestor, que des officiers de l'armée qui ont pourtant juré honneur et fidélité à la patrie se soient fourvoyés dans de telles entreprises, celui de la déstabilisation du Burkina Faso. Est-ce qu'aujourd'hui cela ne traduirait pas un malaise au sein même de l'armée? Bon, peut-être au niveau des officiers, oui, mais au niveau de la troupe, je ne pense pas. Parce que nous, on a des frères qui sont dans l'armée, on a des frères aussi qui sont des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, oui, qui nous informent régulièrement que non, tout va bien à leur niveau. Ils sont avec le président, ils sont motivés. Et il y a un même qui a fait une vidéo, 2 ou 3 faits vocales pour nous menacer, nous qui sommes en ville. Il a dit que eux qui sont en brousse, qui sont en train de se battre pour libérer ce pays, si nous qui sommes en ville, nous ne sommes pas capables de nous battre pour protéger le pouvoir Ibrahim Traoré et de les aider pour libérer le pays, si Ibrahim Traoré tombe, ils ne vont plus combattre. Et tous, ils vont laisser le combat en ville et en brousse et pour revenir en ville. Ils vont venir s'occuper de nous, les leaders politiques comme société civile. Donc, il faut que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne serait pas bon pour nous. Nous, on n'a pas le droit
de commettre l'erreur, ni commettre l'irréparable. Nous avons l'obligation de soutenir Ibrahim Traoré pour qu'on ait les résultats. Et aujourd'hui, en dehors de ces groupuscules manipulés par l'extérieur, la majorité, 90% de la population est avec Ibrahim Traoré. La preuve, hier, à travers toutes les villes du Burkina Faso, les 45 villes du Burkina Faso, il y a une manifestation dans toutes les grandes villes du Burkina Faso hier. Partout. À Bobo, moi-même, j'avais peur du monde. Un monde fou à Tiefo Amoro. Je ne savais même pas, je ne m'attendais même pas à ça. Franchement, ça veut dire que le peuple même est déterminé. Et le peuple nous dit clairement, on ne veut pas élection, on veut que la révolution continue, on veut que les réformes continuent, on veut que le Burkina soit mis sur le bon rail, on veut que tous les Burkinabés soient au même pied d'égalité. Un Burkina Faso où il y a des citoyens supérieurs et il y a des citoyens inférieurs, on veut que ce Burkina Faso-là finisse, ce Burkina Faso d'inégalité doit finir et que le Burkina Faso d'égalité et d'équité soit installé à nouveau. Voilà un peu ce que le slogan du peuple depuis hier, partout au Burkina Faso, soutien à Ibrahim Traoré, prolongation de la transition et changement de constitution. Parce que tout est basé sur la constitution. Tant que vos textes fondamentaux, qui est la constitution, quand je dirais que ce qui est le testament du pays, si ça c'est pas bon, le reste ne peut pas être bon. Donc il faut forcément changer ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et je pense qu'il faut réinsérer la peine de mort dans notre constitution telle que Laurent Gbagbo l'a dit. Et en cela, nous pouvons être efficaces à tous les niveaux. Voilà. Merci. La peine capitale réclamée par Nestor Poudassi. Docteur Essomba, 2 velléités de déstabilisation en l'espace de mois, ça s'en dit long aujourd'hui sur la dynamique qui est véritablement impulsée du côté du Burkina Faso. Mais surtout, ça montre qu'il aura du pain sur la planche quand à la fois vous devez vous battre contre les impérialistes externes, en interne, vous avez d'autres qui sont installés, qui sont des valets locaux, qui sont instrumentalisés afin de vous déstabiliser. C'est vrai qu'il y a véritablement encore un parcours, du moins du chemin à parcourir aujourd'hui. On comprend mieux pourquoi Nestor Poudassi demande la prolongation de la transition, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire du côté du Burkina Faso. Oui, bien entendu. Écoutez, moi je reste convaincu sur l'angle juridique que si les choses sont bien faites dans le sens de la préservation des intérêts des Burkinabés, il y a lieu de proroger le mandat des militaires de la transition. Il y a lieu de le faire. Il y a davantage lieu de le faire à modifier également la Constitution. Parce que vous savez, la Constitution, c'est la norme fondamentale de l'État. C'est elle qui éclaire l'État en termes d'exercice du pouvoir, de transmission du pouvoir, de passation du pouvoir, en termes justement de fonctionnement des institutions, en termes du fonctionnement même des services publics. Donc nous restons dans la logique de ce que Ibrahim Traoré aura beaucoup à faire. Parce que vous voyez, ce n'est pas facile lorsque vous avez des alliés qui veulent déstabiliser le pays et qui estiment toujours, qui rentrent toujours dans la logique, un peu comme au Niger. Vous avez suivi, par exemple, le président Emmanuel Macron dit que pour lui, il reconnaît le gouvernement légitime de Mohamed Bazoum. Il ne reconnaît pas les leaders qui ont pris le pouvoir par la voie de la force, tout simplement parce que, on le disait l'autre jour ici en débat, que lorsque le général Tchani ne prête pas serment et qu'il n'a pas la force symbolique lui venant du pouvoir judiciaire. Parce que vous savez, lorsque vous avez acquis le pouvoir, même à travers la force, le seul pouvoir qui peut le reconstituer dans l'ordre légitime, c'est le pouvoir judiciaire. Parce que pourquoi? Parce que c'est le pouvoir judiciaire qui rend la décision au nom du peuple. Vous avez vu, lorsque le général Nguema Clotaire Brice prêtait serment, le président du Conseil constitutionnel lui a dit, Monsieur le Président, prenez fonction, et installez-vous dans votre fauteuil de président de la transition. Vous voyez que tous ces mots sont tellement forts et sont fortement symbolisés au point où, lorsque vous n'avez pas la force légitime qui vous vient du peuple, et vous pouvez tomber. Donc, moi, je reste convaincu que si Ibrahim Traoré avait mal fait depuis qu'il a pris le pouvoir, ce qui est certain, c'est qu'il serait lâché par le peuple burkinabé. Mais on se rend compte aujourd'hui que... Et aussi, M. Nguélé, il y a aussi autre chose à dire. Ne tirons pas simplement sur les dirigeants. Disons aussi que
le peuple a son rôle à jouer. C'est-à-dire, rôle à jouer, qui veut dire quoi? C'est vrai, nous sommes dans les démocraties représentatives, qui veut dire, par exemple, que ce sont les députés, les sénateurs qui représentent. Mais il y a une vérité aujourd'hui qu'on ne tronque pas. Le peuple lui-même doit jouer son rôle de protecteur de lui-même. Parce que vous ne pouvez pas... imaginez-vous un citoyen qui a une information de ce que un président d'un autre pays a envoyé 25 milliards à un général sur place, par exemple au Burkina Faso, de perpétrer un coup d'État. Il a cette information et qu'il ne la diffuse pas ou bien qu'il ne la transmet pas aux autorités militaires en place. Vous voyez donc qu'il aura mal joué son rôle. Donc le peuple lui-même est interpellé dans ce qui se passe. Et lorsque un dirigeant se trouve être fort parce qu'il a la caution de son peuple, je suis certain que la ceinture de sécurité qui est autour de lui démontre à suffire que rien ne pourrait lui arriver si le peuple est avec lui. Et c'est pourquoi moi je continue de dire, je crois que c'est Mandela qui l'avait dit. Mandela avait dit que le problème des Africains, c'est l'Afrique elle-même. C'est-à-dire que les Africains sont les Africains eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font de sorte que on ne peut pas facilement faire venir un étranger pour perpétrer un acte. Alors qu'il y a des facilités de passer à travers le frère qui est de côté. Donc, je reste convaincu que c'est l'heure de la mobilisation. C'est l'heure de la conscientisation africaine. C'est l'heure de la prise en compte, justement, des intérêts des peuples africains. Parce que, écoutez, je le martelais encore l'autre jour, si nous sommes développés ici aujourd'hui, nous n'avons pas nos compatriotes qui iront perdre la vie en mer. Nous n'aurons pas de gens qui vont penser que l'Europe, c'est l'Eldorado. Si tout est fait ici sur place. Donc nous pensons qu'il faut rester dans la logique de la construction de l'Afrique, de l'éveil africain, pour que, en réalité, tout se passe dans l'Afrique. Et je reste davantage fier de ce que, et en joie de ce que le continent africain reste le continent de l'avenir. Voilà. Merci à vous. Sylvain de Bougou, il y a notamment ce message fort aujourd'hui qui est envoyé par le capitaine Ibrahim Traoré à tous ceux, bien sûr, qui voudraient déstabiliser cette transition conduite par le peuple burkinabé. Toute personne qui voudrait se mettre en travers de la marche de ce peuple, il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parler aux gens, ce n'est pas comme si on ne les connaît pas. Fin de citation, entre autres, les mots durs du capitaine Ibrahim Traoré, mais au regard de ce que cette transition burkinabé a vécu durant ce mois de septembre, on est bien tenté de dire, oui, il est temps de siffler la fin de la récréation, parce que là, 2 tentatives de coup d'État en un mois, c'est trop. Sylvain de Bougou. Oui. Le capitaine Ibrahim Traoré ne doit pas continuer à sensibiliser. Il est assez sensibilisé. Les exemples sont nombreux dans l'histoire de l'Afrique où les dirigeants charismatiques africains ont toujours sensibilisé et ont refusé de prendre leurs responsabilités devant l'histoire parce que pour eux, ils ne veulent pas verser du sang. Alors qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. On a vu comment Lumumba a été carrément trahi. On a vu en Côte d'Ivoire comment, sous la direction de Laurent Gbagbo disait, et je cite, on voit le dos du nageur. Ils ont regardé le dos du nageur jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara et sa rébellion et la France viennent l'enlever au pouvoir. On a vu également au Burkina Faso où Thomas Sankara a refusé de faire du mal à son frère Blaise Compaoré qui malheureusement encore est venu de la Côte d'Ivoire. Les preuves sont là aujourd'hui, enseigné par Houphouët-Boigny, instrumentalisé par l'Élysée, et il allait assassiner en tout cas Thomas Sankara. Alors je pense qu'il est temps que la nouvelle autorité burkinabé s'inspire de toutes ces leçons africaines pour agir sur le terrain. Et sachant surtout que c'est son voisin ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, il n'y a plus de doute, on a les preuves, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est Alassane Dramane Ouattara qui s'est fait le cheval de bataille de l'Élysée pour aller assassiner d'autres Africains. Je pense que
le langage seul ne suffira pas. Il faut définitivement agir et agir avec fermeté pour que réellement le peuple burkinabé vive enfin dans la quiétude et va à ses préoccupations qui en tout cas qui vont le conduire au développement et à la paix escomptée. C'est ce qu'on peut faire parce que dans tout pays, dans chaque pays, on ne peut pas permettre cette porosité des frontières ou bien cette faiblesse même au niveau de la sécurité et en même temps penser qu'on peut se développer. Quand il y a déstabilisation, il n'y aura jamais de développement, il n'y aura pas de paix. Alors pour moi, il a pleinement raison et je voudrais vraiment le voir à l'acte parce qu'Alassane Dramane Ouattara et Paris ne vont pas cesser, ne vont pas arrêter de faire ces coups-là qui tentent à déstabiliser le pays et non seulement le Burkina, mais toute la région parce que c'est leur jeu de damier, c'est-à-dire prendre un pays et prendre l'autre après le lendemain. Donc, il faut dès maintenant arrêter parce que c'est depuis Bouaké, comme je le disais, depuis Bouaké que les armes sont parties à Bobo-Dioulasso. C'est à Bouaké que l'armée française basée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, a déversé toutes les armes livrées par la France. Et ça, on a vu toute la colonne des armes qui sont allées à Bouaké. De Bouaké à Bobo-Dioulasso, qui est la ville la plus proche, et les armes sont passées parce que la frontière n'était pas surveillée. Donc, il faut surveiller cette frontière également et il faut vraiment être dur avec ces gens-là parce qu'ils viennent dans les pays pour tuer des gens. Ils ne viennent pas pour fêter la Noël. Ils viennent assassiner des gens. Alors, il faut être aussi dur avec eux. Voilà. Nestor Poudassé, pour fermer définitivement ce chapitre avant peut-être de passer au standard pour nos téléspectateurs. Autre point majeur relevé par le capitaine Ibrahim Traoré durant bien sûr sa sortie médiatique, la fameuse question des élections et ce retour à l'ordre constitutionnel qui est brandi à chaque fois par le bloc occidental. Alors, il a tranché le capitaine Ibé Nestor. Il n'y aura pas d'élection sans la sécurité. On ne saurait dans un contexte pareil organiser les élections dans un contexte dans lequel surtout tous les Burkinabés ne pourront, ou du moins ne pourraient pas exprimer pleinement leur suffrage. Êtes-vous d'accord, Nestor? Je suis d'accord avec le capitaine Ibrahim Traoré parce que nous-mêmes, on avait dit en son temps de décréter la révolution. On ne veut même plus entendre parler des élections. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le panafricanisme, c'est la révolution du temps moderne. Voilà, parce que la démocratie occidentale imposée ne concorde pas. Regarde un Burkina Faso avec plus de 200 partis politiques. Un pays qui n'est même pas grand, 274 000 km² de superficie, avec plus de 200 partis politiques. Est-ce que pour être un bon dirigeant au Burkina, on a besoin de créer forcément un parti politique? Regarde un pays avec 200 partis politiques. Finalement, le peuple va suivre laquelle. Donc nous pensons que c'est trop. Il faut encadrer les lois pour que le parti politique devienne 2 ou 3 maximum, pas plus que ça. Ou bien à défaut, on dissout les partis politiques et on applique les COVED, Comité d'éveil citoyen et de développement. Et tout le monde est là-bas. On fait des élections, les responsables des COVED, la CI qui représentent les députés, les conseillers municipaux et autres, et on avance. Dans tous les villages, on met les COVED, les quartiers, ainsi de suite. Responsables des communes, responsables des quartiers, responsables des départements, responsables des villages, on va faire comme ça, on va réorganiser le pays à un seul bloc. Et si vous parlez même langage, comme le Parti communiste chinois est, un seul bloc, vous allez vous développer plus vite. En Corée du Nord, regarde comment ça y est. Regarde en Russie, maximum c'est 2 partis, ça ne dépasse pas ça. Et ça fonctionne bien. Pourquoi c'est nous ici, nous on copie mal? Les Américains, que nous vantons les modèles de démocratie, il n'y a que 2 partis, les démocrates et les républicains, pas plus que ça. Mais pourquoi chez nous ici, on a plus de 400 partis, 300 partis politiques ou bien 500 partis politiques dans un seul pays? C'est pas normal. Donc pour moi, les élections, ce n'est pas le moment du tout. Il faut surseoir aux élections. Il faut refonder le pays. Il faut pacifier le pays. Et maintenant, permettre à ce qu'on part aux élections. Et je suis sûr que si on va aux élections, Ibrahim va gagner. Donc il n'y a même pas de problème. Voilà, ça je suis convaincu. Même s'il ne veut pas, mais le peuple va l'imposer.
Et si la démocratie, c'est la majorité s'est déjà exprimée. Merci beaucoup. Vous parlez surtout d'élections, Nestor, vous parlez de pacifier le territoire. Il y a une autre composante qui entre aujourd'hui en jeu. Vous l'avez évoqué, mais de façon brève, Nestor, c'est la Constitution. Il faudrait aujourd'hui doter votre pays, le Burkina, d'un nouveau texte fondamental. Ça, c'est clair et évident. Oui. Oui, c'est pour ça que je dis que le nouveau texte va venir tout mettre à plat. Donc, ça fait que l'esprit occidental que certains utilisent pour parler d'élection dans un contexte qui ne s'y est pas, la nouvelle constitution va nous donner des directives et nous allons nous en tenir à cela. Et nous voulons que cette nouvelle constitution-là soit claire là-dessus. Le code électoral ancien, nous n'en voulons plus. Parce que ce modèle-là ne convient pas à notre réalité. Il faut l'adapter à notre réalité. Nous avons un professeur de droit, et Laurent Bado, qui est un constitutionnaliste, un homme politique, c'est lui qui a parlé de l'actionnariat populaire qu'Ibrahim Traoré a appliqué aujourd'hui. Oui. Il a proposé un modèle d'élection à visage africain et burkinabé, élection à 0 francs. Et je me dis que c'est possible. Pourquoi dans la nouvelle constitution ne pas mettre ce modèle-là? Élection à 0 francs. Sinon, aujourd'hui, l'élection est faite de telle sorte que c'est celui qui a l'argent qui gagne. Même si c'est un bandit, même si c'est un voleur. Ce n'est pas normal. L'élection doit être faite de telle sorte que, même si moi aujourd'hui je vais être candidat, que je puisse être candidat, même avec 0 francs, que je puisse battre campagne, pour que les gens, si c'est les idéaux, ils vont épouser, ils vont me voter. Et Laurent Gbagbo a proposé ce schéma-là. Et ce schéma, on peut l'appliquer, organiser élection à 0 francs, que de prendre des élections organisées à coût de milliards. Et qui finance? La plupart, c'est l'extérieur. Et celui qui te donne à manger, Thomas Sankara dit, mais tu es obligé de faire sa volonté. Celui qui finance vos élections, vous êtes obligé de faire lui sa volonté. Et chose qui n'est pas normale. Et nous pensons que non, il faut revoir les choses. Il faut revenir à une constitution made in Burkina Faso, code électoral made in Burkina Faso, qui reflète notre réalité et nous allons fonctionner ainsi. C'est en cela que nous serons vraiment indépendants, nous serons réellement libres de prendre nos décisions de manière souveraine sans être téléguidés par qui que ce soit. Vous faites certainement allusion, Nestor, aux 15 millions d'euros qui ont été proposés au gouvernement burkinabé il y a quelques mois afin notamment d'accélérer le processus du retour à l'ordre constitutionnel. C'est certainement ce à quoi vous faites allusion. Oui, je fais allusion à ça, mais il faut reconnaître que toutes les élections au Burkina Faso ont toujours été financées par les Syriens. Oui. L'élection n'a jamais été financée à 100% au Burkina Faso par les fonds propres de l'État, non. C'est toujours les sérieux. Et cette aide-là aussi ne nous aide pas à être indépendants. Donc, il faut s'en débarrasser. Comme Thomas Sankara et Kizz Terbo l'a dit, l'aide qui ne t'aide pas à dépasser l'aide, il faut s'en débarrasser. Donc, nous pensons que nous devons pouvoir financer nos élections nous-mêmes sans compter sur les sérieux. Et c'est en cela que nous pouvons organiser des élections libres et transparentes. Sinon, si vous vous laissez financer par les sérieux vont imposer son candidat et ils vont dicter les lois et ils vont vous dire comment votre pays doit fonctionner. Et ce n'est pas normal. Et c'est ce que les autres pays qui n'ont pas encore fini leur lune de miel avec la France doivent comprendre et rentrer dans le jeu. Tel que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit arrêter les yeux et les temps d'amoureuse avec la France et se séparer. Parce que si vous refusez de se battre avec nous aujourd'hui pour prendre votre indépendance, tôt ou tard, vous allez finir le combat. C'est une obligation. Et peut-être même que dans la douleur. Alors que tout de suite, si vous rentrez dans le jeu, vous pouvez vous en sortir. Les pays comme le Sénégal, même chose. Alors que c'est maintenant, il faut se battre pour s'en débarrasser. Le pays comme le Bénin, même chose. Ils sont actuellement, on parle de l'armée française qui va quitter le Niger, va aller se baser au nord du Bénin. Donc c'est l'occasion pour moi d'interpeller notre camarade Kémy Séba, d'organiser des manifestations d'envergure au niveau de Cotonou pour dire à Patrice Talon de stopper sa folie. Nous n'en avons pas besoin actuellement. C'est le moment aussi d'interpeller nos camarades qui sont au Tchad, de dire à l'armée française de partir. C'est le moment de les faire partir. Partout où les bases militaires sont, que ce soit au Gabon, j'interpelle nos camarades du Gabon de demander à l'armée française de partir. Demandons à nos camarades de Djibouti de demander à l'armée française de partir. Nous demandons à nos camarades, je ne sais pas s'il y a l'armée française Congo-Brazza, de les demander de partir. Parce que là où l'armée française est, ils doivent quitter. Et c'est le moment où à jamais. Sinon, si on laisse cela, on ne pourra plus jamais nous rattraper. Donc, c'est maintenant qu'il faut battre le fer quand c'est chaud.
Et c'est pourquoi nous pensons que ce n'est pas le moment de se laisser dicter par la France, de se laisser dicter par des soi-disant les bailleurs de fonds qui financent les élections, mais c'est le moment de leur dire nous avons besoin de notre vraie souveraineté. Parce qu'une fausse indépendance nous a été donnée depuis 1960 et il est temps de prendre la vraie maintenant. Merci. Merci à vous, Nestor Poudassé. On va prendre Armel qui nous appelle depuis la Turquie, ouvrir d'ailleurs cette phase réservée entre autres à l'interactivité entre autres avec notamment nos téléspectateurs, auditeurs ou du moins pour ceux également qui nous suivent via nos différentes plateformes numériques. Armel nous appelle depuis la Turquie. Bonsoir à vous Armel, bienvenue. Bonsoir monsieur Nguene. Bonsoir. Je salue tout le personnel, toute l'équipe technique très professionnelle de For You Media. Je salue tous les panélistes. Un plaisir pour moi de prendre la parole encore ce soir. Pour féliciter, pour apprécier et pour presque vénérer le discours, l'entretien du président Ibrahim Traoré. Vous avez vu avec nous comment un militaire se met face à 3 journalistes. Ils parviennent à maîtriser son instinct. Il transpire, mais il reste serein. Il répond aux questions de manière claire. Vous avez vu, comme moi, si vous avez vu comment vous avez vu Thomas Sankara, la réincarnation exacte, comme j'ai dit la première fois, de Thomas Sankara. Par rapport aux élections, comme notre frère qui est sur votre parti est tenté d'expliquer, on n'a pas besoin des élections maintenant. Nous devons arrêter de copier les Blancs. Nous devons totalement arrêter de copier ces tendances occidentales, M. Nguene. Maintenant, je veux faire une petite suggestion. Il faudrait que tous les responsables des mouvements de la révolution, que ce soit le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré, ou encore le général Tani au Niger, ils doivent tous être candidats. On ne va pas hypothéquer parce que nous voulons cacher quelque chose. Non. Le président Ibrahim Traoré doit réorganiser la constitution. Il doit être candidat de cette révolution-là. Il doit être candidat pour les élections que les lobbying européens sont en train de préparer. Il ne faut pas qu'il se... C'est notre candidat. C'est déjà notre candidat. Exactement le colonel Assimi Goïta. Et le général Tchabi. C'est notre candidat. Ils vont aller aux élections. Ils vont rapporter ces élections. Ils vont créer une nouvelle constitution africaine. Et dans moins de 5 ans, le Mali, le Niger, le Burkina seraient plus puissants que l'Angleterre et la France réunis. Soyons tranquilles. Et vous allez remarquer tous ensemble, on va tous voir comment les Européens vont commencer à respecter les Africains. Dans les aéroports, dans les villes d'Europe, vous allez voir comment les Européens vont commencer à considérer l'homme noir. Parce qu'ils ne nous considèrent pas parce qu'on leur montre les images seulement des gens qui sont toujours asservis, des gens qui acceptent la servitude. Voilà un monsieur, comme je disais, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un monsieur que nous devons protéger, même avec notre propre. Parce que s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est la révolution africaine qu'on vient de tuer, même pour encore 200 ans. Donc, ces élections dont il parle là, il serait candidat, il va gagner, il va continuer avec la révolution. Je vous remercie d'avoir accordé la possibilité de m'exprimer sur votre plateau. Je remercie une fois de plus l'équipe technique et bonne soirée. Nous restons ensemble. Je continue à vous regarder. Puis Istanbul, en Turquie. Ah, merci. Merci à vous, Armel. On reste au standard avec vous. Intia, vous nous appelez depuis l'Angleterre. Bonsoir à vous. Oui, salut, frère. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Super bien, merci. Je peux parler là? Allez-y, vous êtes en direct. Ok, grand merci. Et puis, salutations à tout le monde. Et puis, je salue tous les techniciens, je salue tous les journalistes, je salue tous les frères qui sont sur les vidéos, tout le monde qui nous écoute maintenant. Bon, je dis, quand vous parlez tout à l'heure, je ne sais pas si je vais repartir pour parler des bons bien mal acquis là. Je ne sais pas si vous permettez. Allez-y, monsieur. Vous êtes là pour vous exprimer. Allez-y. Ok. Ok. En fait, bien mal acquis. Vous savez, quand la France donne
gouvernements, les présidents africains là, quand on les choisit pour devenir président ou président, moi je dis comme ça, de notre continent, vous savez, on les dit déjà, écoutez, vous, tous les biens que vous avez, il faut ramener ça en France, on va vous garder ça, et puis votre enfants, ils vont venir à l'école, ils vont bien, et tout ça. Parce qu'ils savent, dès qu'ils vont tomber, ils vont récupérer tout cet argent. C'est le voleur qui a volé les voleurs. Nous, pour le président africain, là, c'est eux-mêmes. Il faut les laisser comme ça. C'est les voleurs qui volent les voleurs. Donc, pour parler, non, parce que bien mal acquis, là, ça, c'est l'air. Non, ça ne nous concerne pas. Parce que il veut faire mal au peuple africain, mais il fait mal à eux-mêmes, il fait mal à notre continent. C'est la honte pour eux. Mais il faut les laisser comme ça. Ils vont jamais changer, hein, ces gens-là. Notre président là, ils vont rien changer. Et je dis tout à l'heure, vous savez, il faut avoir des esprits critiques. Moi, je vais dire quelque chose que messieurs sur le plateau disaient tout à l'heure pour Paul Biya, qui dit Paul Biya, il est pratique, il est pragmatique sur les décisions pour sur les accords colonisés et tout ça. Ça fait, quand monsieur Paul Biya a pris pouvoir, ça fait 40 ans aujourd'hui. Quand il était au pouvoir, les populations camerounaises à 1960 jusqu'à 1980, ils étaient à 6 millions, à 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont à 26 à 30 millions d'habitants. S'il est pragmatique, pourquoi il ne sort pas des CFA? Vous savez très bien, c'est les CFA qui nous bloquent. La vie de Paul Biya, la vie biologie, on sait, mais chronologie, on ne sait pas. Mais biologie, on sait, à son âge, il a tout derrière, il a sa vie derrière. Pourquoi il ne décidait pas pour sortir de CFA, pour laisser les populations vraiment vivre très bien? Donc, vous voyez, notre problème, c'est les CFA. Maintenant, je vais dire au frère qui est au Burkina Faso, là. Vous savez, moi, on vous voit depuis Afrique de l'Ouest, là. Les CFA, si vous ne sortez pas des CFA, tous les djihadistes, tous les gens qui sont locaux, vous parlez, ouais, ils sont là pour aider la France, là. Parce qu'ils sont nourris par les CFA. Ils nourris par les CFA. Parce que vous savez, l'État français, ils ont CFA plus que héros. État français, vous le voyez, ils ont des CFA là, plus que l'héros. Donc, il prend les CFA là, il donne à tout le monde pour nous faire n'importe quoi avec tout le monde. C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas avancer. Vous comprenez? Donc, il faut sortir de CFA. Si on ne sort pas de CFA, comment on va s'en sortir? Voilà. Bon, apparemment, vous... Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous, monsieur Intia. On prend Gallo Seli. Bonsoir, monsieur Gallo. Bienvenue à vous. Oui, bonsoir, monsieur Nguéné. Vous m'entendez? Nous vous recevons parfaitement, monsieur Gallo Seli. Allô? Nous vous recevons, monsieur Gallo Seli. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bon, bonsoir à vos invités, le frère Nestor Kodasé et le professeur Luison Essomba. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de For You et à tous ceux qui appellent pour animer le débat. Monsieur Nguéné, je ne reviendrai plus sur le franc CFA qu'a mentionné l'appelant précédent parce que l'argent c'est le nerf de la guerre. Je vais plutôt aborder notre deuxième aspect qui est aussi incongru que tout ce que nous énumérons sur les plateaux. C'est cette histoire de se former par des pays étrangers. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a des militaires français qui sont venus nous former ici au Cameroun et je vous assure, l'un d'eux a évité une noyade, un deuxième a failli se faire manger par un lion, si ce n'était pas les conseils de nos soldats, il se serait fait manger par un lion. Pareil pour les fourmis et les abeilles. Donc tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas aller demander aux gens qui sont nés sur la glace, qui passent leur temps à skier, à venir vous former, à vous battre dans la forêt. C'est totalement inadmissible. Tout ce que ces gens font comme formation, c'est fabriquer des futurs traîtres. C'est ce qui justifie ce fameux coup d'État qu'on a failli avoir au Burkina Faso.
un fâcheux coup d'État qui nous rappelle fort bien ce qui est arrivé à notre frère Isidore Sankara, qui a retardé, sa mort a retardé le Burkina Faso d'au moins 50 ans. Même si sa mort ne date que de 30 ans, mais ça, le Burkina a reculé. Parce qu'en moins de 3 ans, le président Thomas Sankara avait construit les chemins de fer du Burkina. Et je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de pays souffrent de l'absence de chemins de fer, y compris le Cameroun dont je suis originaire. Nous souffrons du manque de chemins de fer. Sankara l'a fait en 3 ans. Et le Traoré est sur le même chemin. Alors, une fois qu'on a parlé de ces deux incongruités, venons-en au point le plus important. Et vous le savez, en matière de boxe, quand quelqu'un vous donne un coup, si vous ne lui remettez pas ce coup-là, vous êtes, même si le combat s'arrête, si vous passez le temps à tourner sur le ring jusqu'à la fin des 12 rounds, il sera gagnant. Puisqu'il a donné un coup et vous n'en avez rien donné. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire une chose très simple. Une fois qu'on a identifié que ce sont des gens comme les Ouattara, les Talon, les Macron qui veulent tuer nos chefs d'État, mais je demande aussi à nos forces de sécurité, à nos services de renseignement d'identifier ces cibles-là d'une manière prématurée. C'est-à-dire à savoir qu'à tout moment, on doit savoir où se trouve M. Macron, on doit savoir où se trouve M. comment on l'appelle, Ouattara, etc. Le jour où ils frappent, on les frappe immédiatement. C'est comme ça, parce que si on ne met pas dans la tête de ces gens-là que nous sommes devenus des boomerangs, vous le lancez, ça revient sur vous, mais ils vont passer le temps. Ça fait combien de chefs d'État que ces gens-là nous ont tués depuis des années? Je vais sortir par là en rappelant cette fameuse chanson de Bob Marley qui disait que, mais, how can we sitting down? Comment pouvons-nous croiser les bras alors, pendant qu'ils tuent nos leaders? Ce n'est pas possible. Je crois qu'il vaut bien que soit les chefs d'État prennent leurs responsabilités, soit les services de renseignement se mettent en action pour que ces gens-là sachent que le jour où ils vont tirer une balle en direction de Traoré ou de Goïta, cette balle-là va revenir immédiatement vers leur tête ou vers leur cœur. Voilà ce que je souhaitais dire ce soir, M. Nguéné. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, Ngalo Seli. Aziza nous appelle ce soir depuis le Togo. C'est un plaisir de vous avoir, Aziza. Bienvenue à vous. Bonsoir, Foyu Média. Bonsoir à vous. Tout d'abord, j'envoie toutes mes salutations à Foyu Média, à Nestor et à tous les techniciens qui sont en train de jouer vraiment un rôle très important pour la lutte panafricaine. En dehors de ça, je voulais vraiment le budget qui est mis en place aujourd'hui par Foyu. Tout d'abord, félicitations à celui qui met souvent, qui s'assure et il organise souvent des thèmes vraiment importants. Et nous les félicitons. Et en dehors de ça, par rapport au coup d'État qui a été déjoué au Burkina Faso, nous demandons vraiment que la sécurité soit encore plus dure et que le président n'aille plus sur le terrain. Parce que lorsqu'il va sur le terrain, il peut y avoir encore des tentatives de coup d'État comme on a fait à Idriss Déby. Donc nous refusons que cela se passe encore. Nous sommes les premiers à protéger nos leaders et non la France. Aujourd'hui, la France, on a mis la France dehors. Quelqu'un tout ce qu'ils ont fait faire, c'est l'exemple d'un mouton qu'on tue et après tout, il éjacule les pieds. Donc, non. Donc, ce que nous demandons, félicitations à tout le monde et j'espère que la lutte continue. Nous sommes en guerre. La guerre a commencé. Donc, nous devons encore serrer la ceinture. Et entre-temps, lorsque on avait soulevé un problème là-bas, je ne sais pas si on a oublié, mais c'est une doléance que je voulais demander de la part de Foyu. Que dans tous les pays africains, qu'on puisse vraiment réunir tous les panafricains et avoir au moins des conseils d'entente pour voir au moins qu'est-ce qu'on doit faire pour au moins donner l'information à tout le monde. Parce qu'il faudrait que aucun Africain soit échappé à des informations. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et je demande aussi que l'Afrique centrale vraiment puisse vraiment jouer un rôle très important en soutenant le Centrafrique. Parce que le Centrafrique est en train de jouer un rôle très important. Vous voyez ce que toi, tu es en train de faire. Donc, je demande vraiment aussi à Paul Biya
de s'aider pour qu'on puisse vraiment donner encore une nouvelle visage au Cameroun et à toute l'Afrique. Donc, mes félicitations. Passez une agréable soirée. Non, merci à vous, Monsieur Aziza. On reste d'ailleurs au standard pour prendre ce prochain appelant téléspectateur. Bonsoir à vous, bienvenue. Allô, bonsoir, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bon, merci, et je salue bonsoir. les invités sur le plateau. Moi, c'est Mohamed Ba depuis Italie. Et j'aimerais dire à mon cher aîné burkinabé de Nestor Podassi, chaque fois qu'il a l'opportunité de parler sur le plateau, de plaider en faveur de notre cher camarade Ben Le Cerveau, qui est en prison actuellement au Mali. C'est le leader en chef de Yara Oulou sur le rempart. Disant cela, donc hier, lorsque j'ai vu l'interview qu'a donné notre cher président, le bien Ibrahim Traoré, vraiment ça nous interpelle tous les Africains, où que qu'ils soient. Imaginez un pays qui n'a pas 200 Kalachnikov en réserve. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Quelle collaboration avec les pays occidentaux peuvent nous permettre de nous soumettre. Donc nous ne voulons plus cela. Donc j'aimerais dire quelque chose aussi, si vous me le permettez. Oui, et moi, allez-y. avec les tentatives de déstabilisation, de coup d'État ou de meurtre contre nos présidents, j'aimerais que les 3 pays, Mali, Niger, Burkina, fassent un trio politique. En cas, si on assassine un de ces leaders, qu'on désigne l'autre comme leader de ces pays-là. Par exemple, si quelque chose arrive à Assimi, automatiquement que Ibrahim soit le président du Mali, directement, il faut que les gens collaborent sans limite. On ne peut plus se permettre que ce qu'ils ont fait à nos pères, comme Thomas Sankara, que ce qui va se passer en 2023. Ça, c'est impossible. Excusez-moi, je suis un peu... Il y a trop d'émotions. Je vous remercie et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous, Amadouba, depuis l'Italie. On fait quoi, la réalisation? On revient sur le plateau, alors on reste au standard. On revient sur le plateau, un dernier tour de table rapidement, bien sûr, sur le Burkina, avant de prendre le sujet sur le Centrafrique et cette sortie, bien sûr, de certains opposants réunis du côté de Paris. Alors, Dr Luzon, nous parlions justement de ce volet relatif aux élections. Voilà, quelles élections peut-on organiser dans un contexte d'insécurité aujourd'hui? Écoutez, le principe d'abord même d'une élection, c'est un contexte de calme, de tranquillité. Oui. Parce que l'élection est un moment phare dans la vie politique d'un État, dans la vie politique institutionnelle et même démocratique d'un État. Je vous dis, au regard des missions qui sont conférées aux élections, vous savez, l'élection permet de choisir les dirigeants, elle permet justement de créer des rapports de pacification entre les dirigeants et leur peuple, et elle permet également, en troisième mission qui est non la moindre, elle permet justement d'assurer ce que je voulais appeler une élection sanction. C'est-à-dire que lorsque le peuple ne s'est pas ressenti dans la manière de gérer du leader qui avait au préalable obtenu un certain nombre de suffrages, le peuple est à même de le sanctionner. Donc au regard des missions qui sont accolées ou qui sont conférées à une élection, vous comprenez que cela ne peut se dérouler que dans un contexte ou bien dans un environnement calme, dans un environnement serein, dans un environnement de tranquillité, pour que les gens... Parce que, écoutez... Ça veut dire qu'il a raison aujourd'hui de dire que les élections ne sont pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité. Vous ne pouvez pas organiser une élection pendant que vous avez des attaques terroristes pour déstabiliser le pays. Vous ne pouvez pas organiser une élection pendant qu'il y a des soupçons des coups d'État qui sont en train d'être perpétrés. Vous ne pouvez pas organiser une élection pendant que les dirigeants nouvellement mis en place sont encore en train de chercher à pacifier le contexte et l'environnement. Donc, je suis convaincu, et ça c'est la voie logique qui voudrait que dans un contexte justement de guerre, on ne peut pas organiser des élections. Vous avez souvent vu, même ici, je suis souvent surpris de constater que les compatriotes disent il faut aller reconstruire nos eaux, alors que nous savons que les deux zones dites que sont encore en crise. On ne peut pas rétablir quand les armes crépitent encore. Et c'est la même chose du côté du Niger. Donc, je mets l'argument selon lequel il faut d'abord pacifier l'environnement. Il faut calmer toutes les velléités possibles qui peuvent
être de nature à nuire ou à empêcher que cela soit fait. Oui. Et maintenant, organiser le moment, les élections, le moment venu, quand le calme serait revenu et quand tous les esprits seraient calmes et posés, pour enfin poser un acte emblématique. Parce que vous savez, le choix d'un dirigeant, M. Guéné, j'aime à le dire aux gens, le vote est mystique. C'est-à-dire que mystique d'abord par sa manière de faire. On vous met une urne, oui. On vous dit de prendre un bulletin, de l'introduire dans l'urne, et il y a plusieurs candidats. Vous voyez, et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire, même si je suis de tel parti, mais est-ce que je suis convaincu par l'idéologie de mon leader? Pourquoi je ne peux pas donner la chance à... Vous voyez donc qu'à un moment donné, le vote devient mystique. Et au regard de sa mysticité, cela devient donc un acte emblématique, même si c'est un acte citoyen. Mais pour le faire, il faudrait que ce soit dans un environnement calme, dans un environnement de paix, de tranquillité, de sérénité, pour que le dirigeant qu'on aurait choisi ne soit pas choisi sous la base d'une pression. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que le citoyen, dans son vote fonction et même dans son vote sanction, puisse le faire dans la pression. Vous voyez, et il faudrait que les conditions justement de sérénité soient mises en place pour que le vote soit véritablement effectif. Merci à vous, docteur Louison Essomba. Nestor Podassé, c'est quoi la suite à partir de ce 1er octobre? Il est donc clair et évident qu'on entamera la deuxième année de cette transition conduite par le peuple burkinabé sous le magistère du capitaine Ibrahim Traoré. À votre niveau, en tant qu'acteur... en tant qu'acteur d'ailleurs des mouvements du côté du Burkina Faso, on imagine bien que la mobilisation reste de mise, la vigilance également reste de mise, mais surtout le soutien au capitaine Ibrahim Traoré ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation. Nestor Podassé. Actuellement, nous sommes en veille citoyenne. Oui. Nous sommes organisés dans toutes les villes du Burkina Faso. Et nous occupons tous les carrefours. La nuit, nous fouillons, nous veillons. Quand il y a un mouvement suspect, on signale les FDS ou bien on attrape la personne, on le remet au fort de l'ordre. Oui. Donc actuellement, c'est la veille citoyenne qui continue à notre niveau et à tous les niveaux, dans tous les pays, à Ouaga, à Bobo, partout dans les grandes villes. C'est la veille citoyenne à tous les niveaux. Donc il n'y a pas de sommeil pour le moment. Chaque soir, c'est de 21h à l'aube. C'est la veille citoyenne qui est là. Et nous continuons toujours à faire des propositions. Nous continuons toujours à veiller à ce que la transition aille jusqu'à bon port. À ce que le programme soit bien déroulé. Et nous sommes en pleine campagne aussi de sensibilisation pour que les gens adhèrent au programme présidentiel qui est le programme d'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire. Oui. Et demain matin même, j'ai une émission ici à une radio de la place ici sur l'actionnariat populaire pour sensibiliser les gens à adhérer, à prendre les actions. C'est très très important. Voilà, merci à vous Nestor, et d'ailleurs c'est ce qui nous sert de transition pour aborder la dernière thématique de ce soir. Oui Nestor. Voilà, il y a une auditeur qui a interpellé ici par rapport à notre camarade Ben le Cerveau du Mali. Ah oui. C'est vrai, au début de son arrestation, j'ai eu à parler de lui ici ainsi que sur Afrique Média plusieurs fois, à interpeller les autorités maliennes d'être cléments, la justice malienne d'être clément. Voilà, moi j'aurais voulu que même si on va lui donner une liberté conditionnelle pour qu'il retrouve sa famille, qu'on le fasse. C'est très très important parce que parfois quand un leader est dedans, si les camarades ne sont pas forts moralement dehors, ça peut les démoraliser. Et si ça les démoralise, ça profite à notre adversaire qui est l'impérialisme. Voilà, il ne faut pas que les jeunes patriotes vont se sentir abandonnés à eux-mêmes et livrés à eux-mêmes. Donc, nous demandons à l'avocat de Ben le Cerveau de faire l'effort pour que l'appel s'accélère, pour que la justice revoie un peu la condamnation. Nous, on trouve que c'est un peu sévère. Si on peut ramener ça un peu en arrière, lui faire un peu de clémence. Voilà. Nous demandons pardon de lui faire faveur. Parce que Ben le Cerveau, c'est quelqu'un, même toute œuvre humaine n'est pas parfaite. C'est vrai, il y a des erreurs, mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour l'avènement du changement au Mali en 2020 ainsi qu'en 2021 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, même si à un moment donné, on pense que dans ses propos, il a tenu des langages d'écart, c'est de lui pardonner
et que les choses avancent dans le bon sens, parce que tout être humain est faillible. Et il y a des moments où tu peux tenir des propos qui peuvent déborder. Moi aussi, c'est des propos que j'ai tenus sur des hommes qui m'ont conduit en prison. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais que ça peut arriver. Parfois, quand tu parles, tu n'as pas trop fait attention, tu peux te tromper. Merci. Merci à vous. Nestor Podassi, d'ailleurs je le disais, c'est ce qui sert de transition pour aborder notamment la dernière thématique de ce soir, relative bien sûr au